Et nous recevons Patrick Stefanini, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Alors, je le précise, nous vous avions invité, et on va le faire d'ailleurs pour parler de votre livre, qui fait beaucoup parler en France, Immigration, ces réalités qu'on nous cache, c'est chez Robert Laffont. On va bien entendu évoquer la fameuse loi, qui revient beaucoup aujourd'hui dans l'actualité avec cette disparition, celle du regroupement familial. Mais d'abord, forcément, j'aimerais vous montrer une image qui avait été préfet du Puy-de-Dôme. Cette image, eh bien, dans le Puy-de-Dôme, hein, c'est le village de Chamalières dont il a été le maire. C'est même précisément, on va sans doute voir l'image, voilà, cette mairie, hein, c'est du balcon de cette mairie qui s'est déclaré candidat précisément le 8 avril 1974. Son fils, d'ailleurs, Louis Giscard d'Estaing, en est aujourd'hui le maire. Comment est-ce que vous avez réagi en apprenant sa disparition? Écoutez, je pense que la France perd un grand homme d'État qui avait notamment une vision sur l'Europe et qui a construit dans l'Europe des choses qui sont aujourd'hui des piliers de l'Union européenne. Donc nous lui devons beaucoup dans ce domaine. Et puis moi, je me souviens qu'en 1974, je n'ai pas pu voter à l'élection présidentielle. Je suis né en 1953, donc j'avais presque 21 ans, mais pas tout à fait. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a permis aux jeunes de 18 ans de voter. Ce qui paraît incroyable aujourd'hui, parce que quand on a plus de 20 ans, quasiment 21, on vote. Vous avez été conseiller de Jacques Chirac pour la campagne présidentielle de 1995, de François Fillon en 2017. Quelques mois avant de voir quel a été son rapport avec l'Afrique, à Valéry Giscard d'Estaing. Sur le plan politique, pour vous, on dit qu'il a été réformateur, moderniste. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué ? Il a en effet été réformateur et puis il a été profondément européen. Je voudrais insister sur cette dimension. Dans mon livre, je consacre plusieurs chapitres à l'Europe, parce qu'on ne peut pas penser aujourd'hui l'immigration en France sans la replacer dans le contexte européen et sans rappeler ce que fait l'Europe et qui est très important. Et Valéry Giscard d'Estaing, il était de toute son âme, je crois, profondément européen. Et à mes yeux, c'est une qualité. Et il était très intéressé dès le départ, lorsqu'il a été élu par l'Afrique, premier président de la République française, à se rendre par exemple en Algérie indépendante. C'était en 1975. Les rapports seront ensuite plus compliqués avec l'Afrique subsaharienne, l'Afrique australe, l'Afrique occidentale, avec notamment la fameuse affaire des diamants de l'empereur de Centrafrique que lui avait offert Bokassa, comme nous le rappelle Simon Rodier. Ce voyage a été la première surprise du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Le premier voyage officiel en mai 1974, Bangui en Centrafrique, pour aller visiter Jean Bedel Bokassa. Un message, l'Afrique reste sous influence française comme une chasse gardée. La Centrafrique et son empereur étaient déjà connus du président français pour des parties de chasse privées d'ailleurs. La proximité avec Bokassa ne lui réussira pas toujours. L'affaire des diamants passera par là, ces cadeaux que le tout-puissant de Bangui offrait à ses hôtes. Giscard d'Estaing n'y avait pas échappé, le canard enchaîné non plus. Les révélations feront mouche dans l'opinion publique française. Giscard en Afrique, cela ne se résume pas seulement à Bokassa. Son arrivée marque le retour des militaires français sur le continent, contre des rébellions. Plusieurs opérations à la fin des années 70. Mauritanie, contre le Front Polisario, Tchad, contre le Frolinat, ou bien sûr le Zaïre de Mobutu par 2 fois. Opération toute rapide, marquée du sceau du secret, comme en 1978. Les parachutistes du 2e REP sautent sur Kolwezi dans le Katanga. Objectif, repousser un front rebelle angolais sous influence moscovite. Il était nécessaire que cette opération soit la plus secrète possible et en même temps la plus rapide possible. C'est pourquoi quand nous avons examiné ces modalités hier matin avec l'ensemble des ministres concernés, des hautes autorités militaires, nous souhaitions de l'annoncer qu'au moment où les premiers éléments arriveraient sur le terrain, de façon à ce qu'il n'y ait pas ce délai dangereux dans lequel toutes sortes d'actions ou de situations peuvent se produire. En soutien de Mobutu, pour libérer des otages européens contre des rebelles, la France et ses soldats interviennent. Valéry Giscard d'Estaing s'appuie sur René Journiac, le très discret Monsieur Afrique, successeur de Jacques Foccart dont le cabinet a été fermé. Le but, décourager les tentatives de déstabilisation, certes. Assurer le rayonnement de la France sur un continent qu'elle sait vital aussi. La manne pétrolière avec des recherches au Gabon, au Congo, les réserves d'uranium au Niger pour encadrer son avenir nucléaire, la France de Giscard d'Estaing joue ses cartes dans un monde de plus en plus multipolaire. L'Afrique, le continent où l'influence française peut encore persister, où elle peut faire et défaire les rois, comme en Centrafrique. Bokassa décidément toujours dans l'histoire africaine de Giscard. En 1979, Giscard décidera de ne plus soutenir l'empereur après un massacre de lycéens frondeurs. Bokassa s'en va, mais entraîne avec ses diamants Giscard dans sa chute
jusqu'à sa défaite aux élections de 1981. Voilà pour la relation entre guillemets africaine de Valéry Giscard d'Estaing. Alors on va donc aborder maintenant avec vous, Patrick Stefanini, cette question du regroupement familial. Nous sommes dans les années 1970. Valéry Giscard d'Estaing est président de la République. Il décide donc d'adopter cette loi. Il me semble d'ailleurs que c'est un décret qui permet ce regroupement familial. Ça revient beaucoup aujourd'hui. L'extrême droite ne lui a pas pardonné. Lui, il a dit récemment, l'idée en soi était juste et généreuse, mais elle a été mal appliquée. J'ai eu le tort de ne pas plus surveiller l'application. Vous dites qu'on accorde beaucoup trop d'importance à cette question? Je dis deux choses. D'abord, le regroupement familial, au sens strict du terme, c'est la possibilité pour un étranger qui vit en France de faire venir des membres de sa famille. Aujourd'hui, dans le total de l'immigration, ça n'est plus très important. Ça représente moins de 12% du flux des immigrés qui arrivent chaque année en France. Et dans l'immigration familiale, ça représente à peine un tiers. Ça s'explique. En même temps que Valéry Giscard d'Estaing instaurait le regroupement familial, qui procédait en effet d'une conception généreuse, il stoppait complètement l'immigration de travail. Et les deux phénomènes se sont équilibrés, de sorte qu'entre 1975 et 2000, le nombre des immigrés n'a pas augmenté en France. Le pourcentage des immigrés n'a pas augmenté en France. Il est resté de 7,5%. Donc il ne faut pas se polariser sur le regroupement familial. Aujourd'hui, l'essentiel de l'immigration familiale, c'est autre chose. Ce sont des Français qui se marient avec des ressortissants étrangers et qui font venir leurs conjoints en France. C'est ça aujourd'hui l'essentiel de l'immigration familiale. Alors ceci dit, je m'intéresse à la dernière partie de la phrase de Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Je crois qu'il a le mérite de souligner une vraie difficulté. Reconnaître à des étrangers qui ont des attaches familiales en France la possibilité de venir en France, moi, ça ne me choque pas. Ça me paraît même normal et c'est consacré par la Constitution et par plusieurs conventions internationales. En revanche, nous ne nous sommes pas suffisamment préoccupés de notre capacité d'accueil. Est-ce que le membre de famille qui va venir en France, est-ce qu'il a la capacité de s'intégrer, par exemple, en occupant un emploi en France? Est-ce que son profil professionnel va lui permettre de s'intégrer sur le marché du travail? Est-ce que le logement qui est occupé en France par le ressortissant qui fait venir un membre de sa famille, est-ce que ce logement est suffisamment adapté à la venue du membre de famille? Donc, je prône dans mon livre une politique de quotas qui permettrait de réguler l'immigration familiale, donc de ne pas remettre en cause radicalement le principe du regroupement familial, mais de l'adapter aux capacités d'accueil de la société française. Alors, juste très court, parce qu'après, on a un reportage intéressant à vous montrer. Certaines et certains qui nous regardent aujourd'hui ont le sentiment que même en étant nés en France, de parents ou de grands-parents immigrés, eux-mêmes sont comptés comme des immigrés. Dites-nous quelle définition avez-vous prise pour comptabiliser le nombre d'immigrés en France et quels sont vos chiffres par rapport à ce qu'on nous cache? Alors, comme vous le dites vous. La définition des immigrés, je crois qu'elle est commune à tous les experts. Un immigré, c'est quelqu'un qui est né étranger à l'étranger. Même s'il vit depuis 40 ans en France. S'il vit depuis 40 ans en France, il y a de fortes chances pour qu'il se soit fait naturaliser. Donc il n'est plus étranger. Ouais. Mais il conserve la qualité, pour l'INSEE, il conserve la qualité d'immigré puisqu'il est né étranger à l'étranger. Alors les chiffres, le chiffre officiel et votre chiffre? Non, mais il n'y a pas de... ce sont les mêmes? Ce sont les mêmes. En France, il y a à peu près 10% d'immigrés aujourd'hui. Il y en avait donc 7,5% en 2000. Donc vous voyez qu'il y en avait également 7,5% en 1975. Donc vous voyez que le pourcentage des immigrés est resté stable pendant 25 ans. Et puis il augmente fortement depuis 2000. Et dans mon livre, j'explique les raisons pour lesquelles une nouvelle vague migratoire s'est formée. Et la France accueille actuellement... Et justement, vous me tendez la perche, Patrick Stefanini. On parle beaucoup de la traversée périlleuse de nombreux migrants en Méditerranée, beaucoup moins médiatisée. C'est ce qu'on appelle la route des Balkans. Cette route migratoire qui part de la Grèce et même parfois au-delà, et qui va vers les pays d'Europe de l'Ouest. Ça passe notamment par la Macédoine du Nord. Reportage Éric de la Varenne.
Ce matin-là, l'armée macédonienne commence sa patrouille le long des 250 km de frontière avec la Grèce pour repérer les migrants qui tentent de franchir ce mur de fer. Ils viennent d'Afghanistan, du Maghreb ou encore d'Afrique subsaharienne. Ils sont parvenus à entrer en Grèce et cette route est leur chemin vers leur objectif final, l'Europe de l'Ouest. Depuis début 2020, selon les ONG, ils auraient été plusieurs dizaines de milliers à passer par ici. Ils utilisent leurs vêtements pour pouvoir passer de l'autre côté. Il y a pas mal d'endroits comme ça par ici. On est chaque jour confronté à des situations difficiles, avec beaucoup de violence entre migrants, mais aussi contre nos soldats. Ils sont prêts à tout pour pouvoir entrer en Macédoine et continuer leur route. Quand on les arrête, on les envoie dans des camps de transit. Face à cet afflux, depuis quelques mois, la Macédoine tente de verrouiller ses frontières. Elle se conforme ainsi aux exigences de l'Union européenne dont elle souhaite devenir membre. Les autorités macédoniennes ont reçu l'aide de Frontex, la police européenne des frontières. Les migrants arrêtés sont refoulés sans ménagement vers la Grèce, comme cette famille afghane. Les policiers macédoniens m'ont frappé. Ils ont pris mes chaussures et ils m'ont attaché les mains derrière la nuque. À 1h du matin, ils nous ont renvoyés de l'autre côté de la frontière. On a atterri ici, au milieu de nulle part, sans rien. On a 10 jours pour quitter la Grèce. C'est écrit sur ce document. On est coincé. On ne sait plus quoi faire. On ne sait pas où aller. La Grèce a durci elle aussi ses conditions d'accueil, alors que le monde se replie sur lui-même en raison de la pandémie de la Covid-19. Ces migrants sont aujourd'hui pris au piège. Patrick Stefanini, la question migratoire depuis des années provoque de vifs débats au sein de l'Union européenne. La question, elle est simple. Selon vous, les traités européens et l'Union européenne elle-même sont-ils un frein à la souveraineté des États et en tout cas à la manière dont ils peuvent contrôler ce flux migratoire? Je ne le crois pas. Et je crois qu'on fait à l'Union européenne un faux procès. D'abord, le contrôle des frontières extérieures, c'est la responsabilité de chacun des États membres. La France contrôle la partie de sa frontière qui est une frontière extérieure de l'Europe. Nous le faisons à Roissy, par exemple. Roissy, c'est un aéroport international, donc c'est une frontière extérieure. Et à Roissy, je suis désolé, il n'y a pas de policiers de Frontex. Les policiers qui font le job du contrôle à Roissy sont des policiers français. Donc l'Union européenne ne remet pas du tout en cause la souveraineté des États membres. En revanche, il appartient à chaque État membre de faire de manière très complète et très responsable ce contrôle aux frontières extérieures. Et j'ai trouvé que votre reportage était excellent, parce qu'il situe bien les problèmes. L'Europe, si elle veut être demain une puissance, à l'égal des États-Unis, de la Russie ou de la Chine, elle devra mieux contrôler sa frontière extérieure. L'attribut d'une puissance, sa marque de souveraineté, c'est sa capacité à contrôler ses frontières. En revanche, il faut le faire dans le respect de la dignité des personnes humaines. Et ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'aussi bien à Lampedusa, en Italie, que dans les îles grecques qui se situent à une trentaine de kilomètres de la Turquie, on voit chaque année des dizaines de milliers de migrants qui viennent s'échouer dans des conditions qui sont assez largement inhumaines. Et dans mon livre, je propose qu'on organise les choses. C'est-à-dire que il ne faut pas s'en remettre à la Turquie ou à la Libye de la question de savoir comment on traite ces étrangers. Pas sous-traiter, mais prendre en charge la question. Il faut prendre en charge. Patrick Stefanini, je vais être un peu dur avec vous en 30 secondes parce que c'est intéressant et vous l'abordez dans ce livre. Souvent, c'est vu à travers le prisme qui est très clair pour les Françaises et les Français. Les immigrés sont-ils une chance ou un fardeau pour la France? Votre réponse? Eh bien, je crois que l'immigration, c'est un phénomène naturel. Ça n'est en soi ni un mal ni un bien. Si nous voulons que l'immigration soit une chance pour la France, il faut nous en donner les moyens. Il faut vérifier que les migrants ont la volonté de s'intégrer dans la société française et il faut que l'État leur donne les moyens de s'intégrer dans la société. Merci beaucoup Patrick Stefanini d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre, Immigration, ces réalités qu'on nous cache. C'est chez Robert Laffont. Merci à vous.